Inspire, expire, installe-toi confortablement. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle pause inspirante de Mohamed Karim Lahlou, activateur zen et enthousiaste. Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui de partager un moment avec Tariq Lalouche, un imprimeur qui est tombé très jeune dans la marmite grâce à son père. Pas forcément avec enthousiasme au début, mais malgré toutes les difficultés, les échecs dans sa vie, l'enthousiasme a pris toute sa place dans sa vie. Vous allez rencontrer une personne humaine, passionnée, une personne spirituelle, une personne qui a envie de partager et d'offrir en fait tout ce qu'il a vécu pour que les personnes puissent en profiter et qu'ils puissent se développer et réaliser leurs propres rêves. Merci à Tariq pour ce doux et profond moment. Dessiner. Et un jour, j'étais avec des amis et on avait organisé un petit séminaire de dessin et j'ai dessiné ce tableau. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que finalement, rien n'est impossible, qu'il suffit de tester les choses pour voir si on est capable de les faire ou de ne pas les faire. Bon, je ne peux pas dire que je suis un artiste, mais ça m'a donné confiance en moi et de temps à autre, j'essaie de dessiner, j'essaie de faire quelques croquis. Et ça va, j'espère que ça va un jour prendre. Alors, autre chose, est-ce que tu aimes une musique particulière, peut-être une œuvre d'art particulière? Alors au niveau musique, oui, on ne peut pas mélanger parce qu'entre de la musique et l'œuvre d'art, il y a une très grande différence. Chacune a un impact différent par rapport à notre vie. Au niveau de la musique, je suis beaucoup plus adepte des musiques arabes, style Abd Halim, Kulthum et Abdul Wahab. Au niveau art, je suis beaucoup plus dans l'art contemporain. J'adore tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je connais pas le concept, mais tu vois ces artistes qui prennent des accessoires, des objets, et avec ces objets-là, ils construisent une œuvre. Pour moi, ça c'est le top de l'imagination parce que on travaille avec des outils et des produits qui sont dans notre quotidien, et grâce à ces produits-là ou à ces objets-là, ils construisent une œuvre d'art. Top. Alors, on a pris un temps pour te rencontrer un peu plus, mais on va aller un peu plus en profondeur. Alors, selon Vincent Cepedès, qui est un philosophe, il définit l'ambition comme étant le fait de vivre pleinement sa passion, pas la considérer juste comme un hobby. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'irais plus loin. Je dirais que la vie, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vie. C'est pas par rapport à un travail ou par rapport à une activité, mais par rapport à notre vie. Le sens de notre vie, il est basé sur de la passion. On peut être un coach parce qu'on aime aider les autres. On peut être un bon père parce qu'on a la passion, on a l'envie d'être un bon père. Et c'est en plus du devoir. Il y a des parents qui ne sont pas prêts pour être père ou pour avoir ce rôle. Mais avoir cette passion de partager avec ses enfants, de donner à ses enfants, c'est aussi une passion, c'est ça la vie. Dans le travail, c'est la même chose. On ne peut pas faire une activité parce qu'elle génère de l'argent et on va dire c'est notre activité. Quelquefois, ce n'est pas l'argent c'est pas quelquefois, c'est toujours l'argent n'est pas important. Mais faire des choses par passion, ça donne tout un sens à la chose elle-même, à l'activité, au travail, à la relation humaine. Même la relation humaine, si on est bénévole dans une association, ce n'est pas un travail. On le fait par passion d'aider les autres. C'est pourquoi moi, j'irai beaucoup plus avec cette citation en disant que la vie, c'est vivre sa vie, c'est la vivre avec passion. Si tu le vois avec l'idée que la passion, c'est
c'est être engagé pleinement, vivre pleinement, vraiment une sensation de vie dans ce qu'il est fait. Lui, CPD, c'était par rapport à la notion que souvent une passion, ça reste que de l'ordre d'un hobby, quelque chose qu'on aime faire, mais de le rendre comme une activité de tous les jours, comme des sportifs le font, comme parfois des artistes et des entrepreneurs aussi. C'est de le vivre pleinement au jour le jour. C'est dans cette notion-là que lui voulait en parler. Oui, je vais te raconter une histoire que j'avais vue dans un reportage. C'était un politicien suisse, très connu, qui avait 4 enfants. Ces 3 enfants sont devenus politiciens. Un des enfants est devenu menuisier. Sa passion, c'était de faire de la menuiserie. Il a fait des études et il a tout laissé tomber. Il est parti faire de la menuiserie et de l'ébénisterie. Il s'est rendu compte, alors le père s'est fâché avec lui, parce que pour lui, son fils devait suivre la voie du politicien. Ben, il s'est rendu compte que finalement, à la fin, son fils est devenu beaucoup plus connu. Il avait accès à tous les rois et à tous les grands chefs d'État à travers le monde, parce qu'il est devenu un vrai artiste du bois. Et il s'est rendu compte, et il l'a dit dans le reportage, il a dit que finalement, mon fils vit de sa passion, et il a plus de mérite que moi. Parce que moi, c'est mon travail, alors que lui, c'est sa passion. Alors, toi, quelles sont tes passions? Alors, mes passions, il y en a plusieurs. D'accord? Mais je dirais, si on veut aller vers la passion qui est en relation avec le travail, avec la vie de tous les jours, je dirais beaucoup plus aider les autres. D'accord? Pouvoir pousser les autres à devenir meilleurs. Ça, c'est ma passion. Ça paraît un peu bizarre, parce que je suis un imprimeur, mais je dirais que finalement, un imprimeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui transforme une image vers un support. Moi, ma passion, c'est de pouvoir transformer toutes mes expériences, que ce soit mes échecs ou mes succès, pouvoir les transformer et pouvoir les transférer aux autres. C'est ça ma passion. Mais je pense que tu es aussi un passionné en tant que père, en tant qu'époux, en tant que... Ça, je laisse ma femme. C'est à ma femme de répondre à ça. Mais bon, je dirais que par rapport à mes enfants, je suis quelqu'un de passionné. Je peux dire que pendant leur enfance, je n'étais pas disons entre guillemets, un bon père. Pourquoi? Parce que à une certaine période, pour moi, être un bon père, c'était de travailler de 6 heures du matin à 10 heures du soir pour essayer de leur garantir une vie convenable, pouvoir payer l'école, payer le tout. J'ai l'aîné qui est au bac cette année et il risque de partir bientôt pour aller voir le monde et aller découvrir sa vie. Et j'ai commencé à sentir que finalement, la plus grande passion qu'un père puisse avoir avec son fils, c'est d'être son ami. Et j'essaye de tout mon possible, en ayant toute l'expérience avec laquelle que j'ai eue ou les expériences par lesquelles je suis passé, de pouvoir être non pas un conseiller, mais juste un accompagnateur pour mon fils. Et ma passion, c'est de pouvoir le voir atteindre des sommets que je n'ai pas pu atteindre. C'est beau ça. Quelles sont les valeurs essentielles pour toi dans ta vie? Celles qui te permettent de prendre des décisions et être serein en prenant ces décisions. Alors, je dirais il y a une valeur que mon père m'a appris depuis mon jeune âge. Ne fais jamais quelque chose qui va à ton intérêt, mais au détriment des autres. Quelquefois, j'ai pris des décisions qui étaient beaucoup plus pour les autres que pour moi. Et on me traitait d'idiot. Pourquoi tu fais telle chose alors que tu n'es pas bénéficiaire? Les autres sont beaucoup plus bénéficiaires que toi. Et avec le temps, j'ai compris que finalement, c'est ça le plus important. La plus grande valeur, c'est faire les choses qui ont un impact, non pas un impact réduit sur moi ou sur ma petite famille, mais des choses qui ont un impact sur un entourage plus large. Ma valeur principale, c'est de toujours veiller à d'être correct avec les gens, d'être moi-même, de ne pas jouer du double jeu, de toujours donner aux autres, comment on peut appeler ça, donner aux autres cette possibilité d'être meilleur.
Alors comment je peux la... Tu coupes? C'est valoriser. Est-ce que ça ne serait pas valoriser la personne en face de toi, donner... moi, c'est une des valeurs que je pourrais peut-être partager avec toi, mais c'est vrai que faire sentir à la personne qu'elle a une valeur est pour moi important. Et plus que ça, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, quel que soit l'endroit, le lieu, sa condition sociale, pour moi, elle a de la valeur. Et je vais chercher sa valeur, pas celle qui apparaît, mais celle qui est en elle-même. Oui, tout à fait. En tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte pendant toutes mes expériences que quelquefois, on a un collaborateur ou un employé qui travaille chez nous, et quand on est face à un problème technique, la personne à qui on pense le moins, à la personne, on se dit, bon, peut-être elle n'a pas l'expérience ou elle n'a pas la formation, arrive avec une solution que d'autres personnes qui ont des études assez poussées n'arrivent pas à trouver. Et ça m'a appris que finalement, toute personne dans une entreprise a son importance. La femme de ménage peut un jour vous trouver une solution que nous, en tant que directeurs ou des ingénieurs dans la boîte, n'irons pas penser. Le coursier, quelquefois, un coursier, on peut pas dire que c'est un métier inouï. Un coursier est un élément très important dans une entreprise. Alors, valoriser ce coursier, c'est valoriser une chaîne de logistique qui rapporte de l'argent et qui rentre dans le coût de revient d'une entreprise. Et c'est très important de valoriser ses équipes, de valoriser son entourage, parce que plus on les valorise, plus ils donnent. Je retiens bienveillance, valorisation et authenticité, à être soi-même. Tout à fait, tu les as bien résumés. Je pense que c'est un élément important, c'est de reconnaître nos valeurs, parce que quand on prend des décisions, même dans notre manière de gérer les entreprises ou notre vie, et qui ne sont pas alignées avec, c'est vraiment une source de stress et même à un moment donné de colère, vraiment qui peut être sans comprendre pourquoi on ressent cette émotion-là. Oui, parce que quand on n'est pas aligné avec ses valeurs, on est obligé d'être un acteur. Et devenir un acteur, c'est jouer un autre rôle qui n'est pas le nôtre. Et ça, c'est fatigant à la langue. Parce qu'on a beau essayer de faire semblant, mais ça use. Être soi-même, on a quelquefois l'impression que c'est difficile, mais non, être soi-même, c'est la chose la plus facile, parce que on est ce qu'on est et on montre ce qu'on est. Que les gens nous acceptent tel qu'on est. Mais quand on essaie de jouer un rôle, c'est fatigant, parce qu'on essaie de faire plaisir à chacun, et ça demande beaucoup d'énergie. Moi, je préfère être moi-même, avec mes défauts et mes qualités. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, j'ai mes défauts. Je préfère les montrer aux gens, libre aux gens de m'accepter ou de me refuser. Mais moi, je préfère rester moi-même. Parce que essayer, et je ne le cache pas, j'ai essayé à un certain moment de plaire à tout le monde. Mais c'est fatigant, c'est usant. Il y a un qui veut que tu sois drôle, il y a un autre qui veut que tu sois sérieux, mais c'est pas possible. Je suis moi, je reste moi. Qu'on m'accepte ou qu'on m'accepte pas. Très, très, très sympa, parce que c'est vrai que c'est un vrai jeu qui est épuisant parfois. Tout à l'heure, tu parlais de vouloir transmettre ton expérience aux autres. Tu parlais également de donner la possibilité aux autres de vraiment d'être meilleurs et de pouvoir exprimer leur potentiel. Alors, je vais te partager une citation qui dit « Vous ne devriez pas retarder les bonnes choses de la vie. Faites-les simplement. Chaque fois que vous avez l'occasion de faire une action bénéfique pour les autres, ne la manquez pas. Ce sont les vrais moments précieux de votre vie. » Ça vient de Sri Ravi Shankar, qui est un sage indien. Comment toi contribues-tu à l'évolution de ta ou tes communautés? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu considères comme être ta communauté ou tes communautés? Comment tu les définis et comment tu contribues à leur évolution? Alors, pour reprendre la citation, je pense que dans la vie, et surtout cette pandémie nous a montré que finalement, tout peut basculer du jour au lendemain. On a tendance à croire que je vais faire telle action le jour, je vais faire le régime, je vais commencer à faire du sport le jour où je perdrai du poids. Je partirai en voyage le jour où j'aurai tant d'argent. Parce qu'on limite toujours une action à une autre action.
Or que finalement, la vie, elle doit être vécue comme elle est. Si je veux voyager, je ne suis pas obligé de partir à Dubaï. Je peux voyager. Le plus important, c'est voyager. Mais je peux partir au Maroc, faire un tour dans certaines villes, dans certains endroits, qui ne va pas me coûter autant qu'aller à Dubaï. Je ne suis pas obligé de limiter mes actions par rapport à d'autres. Et dans le business, j'ai compris ça. Que quelquefois on se dit tiens je vais passer à ce stade au niveau de ma stratégie commerciale le jour où le marché sera prêt ou le jour où j'aurai tant de chiffres d'affaires. Mais non, quelquefois il y a des actions qu'il faut faire maintenant, bien sûr il faut réfléchir, mais il ne faut pas laisser à après. Pour répondre à ta deuxième question, quelle est ma communauté? Vous savez, ça nous arrive quelquefois de rencontrer une personne en étant sûr et certain qu'on ne la verrait plus. Quand on voyage à l'étranger, ça nous arrive de dire bonjour dans l'ascenseur, dans un hôtel, on n'est pas sûr que cette personne, on va la revoir un jour. Ça, c'est sûr. Ce moment de rencontre, il n'est pas inodin. Ce moment de rencontre, si Dieu nous a réunis en ce moment-là, que ce soit dans une conférence, dans un ascenseur, c'est pour qu'il y ait un partage. Quelquefois, un simple sourire peut changer toute une vie. La communauté, c'est toute personne que tu rencontres, où tu es obligé dans cet instant-là, dans ce moment-là, de lui transmettre quelque chose. Même si tu n'as pas la possibilité de lui transmettre un savoir ou une information, transmets un sourire. Tu ne peux pas savoir, ce sourire-là, quel impact il pourrait avoir. Alors c'est ça la communauté d'une personne. Toute personne que tu rencontres, du gardien de voiture jusqu'à je ne sais qui, tu dois lui transmettre quelque chose. Et si tu n'as rien à transmettre, transmets un sourire. Alors je retiens que ta communauté, c'est l'humanité. Tout à fait. C'est ce qu'on partage en commun. Après, à nous de définir ce qu'on partage en commun. Notre famille peut être une communauté, etc. Mais toi, tu définis la tienne, entre guillemets, comme étant l'humanité. C'est-à-dire, dès qu'il y a la vie, et ta manière de contribuer, je trouve ça très intéressant, c'est ton idée vraiment de considérer que j'ai quelque chose à transmettre. Et la moindre des choses qu'on peut transmettre, et qu'en même temps qui peut faire une grande différence, c'est le sourire. Tout à fait. Et je trouve que la communauté, la relation avec sa communauté, elle est pyramidale. C'est-à-dire, on a le sommet, qui sont nos proches, et plus ça devient large, plus on donne moins, mais le sourire, la bienfaisance, c'est l'élément essentiel qu'en tant qu'être humain, on doit transmettre. Alors, en fait, c'est intéressant parce que il y a, d'ailleurs, c'est Shri Ravi Shankar qui dit que notre niveau de responsabilité est lié à notre niveau d'appartenance. C'est-à-dire qu'on peut prendre la responsabilité de l'humanité si on se considère faire partie de l'humanité. Ou c'est juste ma maison parce que je me considère que faire partie de ma maison. J'aime bien parce que toi tu dis qu'elle est pyramidale, parce que c'est une réalité, tu as plus de responsabilité vis-à-vis de tes enfants que vers d'autres personnes, mais en même temps tu l'englobes dans cette humanité et tu lui donnes sa place aussi à cette humanité. Oui, c'est comme dans notre quotidien, tu viens de dire par rapport, quand tu habites dans un appartement, dans un immeuble, il y a ta responsabilité dans ta maison, il y a ta responsabilité dans l'immeuble en tant que copropriétaire, il y a ta responsabilité dans le quartier, il y a ta responsabilité dans ta ville. Alors, c'est à toi de décider. Si tu décides, moi, ma responsabilité se limite à ma maison, oui, ta maison va être propre, mais dès que tu sors dans l'immeuble, tu jettes dans la rue, tu détériores les biens de tout le monde, c'est comme ça. Mais si tu te dis que ce quartier-là ou cette ville, je dois me comporter dans cette ville comme je me comporte dans ma maison et je dois veiller à ce que ma ville soit propre, que ma ville prospère, ça sera la même chose. Très joli. Je partage vivement ça avec toi. Petite chose, on dit qu'un leader, un manager, pour qu'il puisse mener à bien ses missions, il a besoin d'énergie. Pour prendre des bonnes décisions, pour pouvoir interagir avec autant de personnes qui doivent le faire, il a besoin d'énergie. Alors toi, comment tu te ressources ? Quelles sont tes sources d'énergie ? Alors, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé il y a 6 ans, 7 ans. J'ai fait avec des amis, m'ont poussé à aller faire Toubral. Alors,
je pèse quand même 89 kilos, je ne suis pas très sportif, mais je me dis, tiens, je vais aller le faire. On monte, il est 6 heures de l'après-midi, il commence à faire noir, et je suis le dernier de la file. Et je vois l'auberge, il faut que j'y arrive. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas dormir à l'extérieur, le coach ne peut pas me laisser, et je sentais que ça y est, la dernière énergie que j'avais, je l'ai donnée. Ça y est, je ne pouvais plus. Et à ce moment-là, je tourne autour de moi, je vois un silence qui fait peur, mais apaisant d'une façon incroyable. Je lève les yeux au ciel, je vois les étoiles qui commencent à briller, et je me dis, Tarek, t'as pas le choix. C'est soit ça, soit rien. Il faut que tu le trouves. Eh ben, j'ai trouvé cette énergie. Je ne sais pas comment, mais je l'ai trouvée et je suis arrivé à destination. Et depuis ce jour, j'ai constaté que finalement, on a un pouvoir qui est immense. Mais c'est nos expériences et c'est notre mauvaise interprétation des choses qui nous met des freins. On a tous une énergie incroyable. Quand on voit des gens qui ont des besoins spécifiques, qui sont nés handicapés et qui réalisent des exploits que des gens en bonne santé n'arrivent pas à faire, quand on voit des gens qui arrivent à tirer des poids énormes, tu dis, comment ces gens-là, ces coureurs et ces athlètes qui arrivent à faire des vitesses, tu me donnes 100 mètres, je la ferai en 5 minutes, alors que d'autres le font en 30 secondes. Cette énergie, on l'a à l'intérieur, mais on ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas en profiter. Et je pense que la meilleure manière que j'ai pu trouver pour avoir cette énergie, c'est l'énergie du matin. Se réveiller tôt a un impact sur cette énergie. C'est comme quand on allume une voiture, tu sais, avant au diesel, tu te rappelles, fallait la faire chauffer. Il fallait la faire chauffer, exactement. Ben, je pense que finalement, l'être humain à cette époque-là, il avait raison. Peut-être pas pour chauffer la voiture, mais il faut aussi chauffer notre corps, notre esprit. Et se réveiller le matin. Moi, je suis un lève-tôt, à 5h30, 6h, je suis déjà debout. Et je peux te dire que depuis que je le fais, cette énergie du matin, elle me permet c'est comme quand tu prends une voiture Tesla, tu emmagasines cette énergie qui te permet d'avoir cette force toute la journée. Si tu te réveilles à 8h et que tu es déjà fatigué, que tu pars travailler et tout, ben ton énergie, elle va se disperser au courant de la journée. Mais quand tu te réveilles tôt et que tu es en pleine forme et que tu te fixes des objectifs, ça te permet de garder cette énergie toute la journée. Alors, tu te lèves tôt, est-ce que tu as une activité particulière pendant cette matinée ou juste tu te laisses vivre? Est-ce que, par exemple, tu écoutes de la musique? Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui vont marcher dans la nature. De la prière, de la méditation moyenne, pas de la méditation assez forcée, de la lecture, j'adore lire. Et la chose la plus importante, c'est de voir ses enfants chaque matin dormir. Moi, je me lève tôt, mais je me couche tôt aussi. Du coup, mes enfants, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, 11h et minuit, c'est un minimum. Alors moi, ça me fait énormément plaisir quand je me lève le matin, qu'ils sont toujours au lit, et de les voir dormir paisiblement. C'est là que je me dis, ce que j'ai comme don, c'est ça ma vraie richesse. Alors quand je la vois chaque matin, je me dis, tout ce qui peut arriver après n'est pas important. Je suis en bonne santé, je suis debout, mes enfants sont avec moi, mes parents, je sais qu'ils font bien, je peux avoir assez d'énergie pour la journée. Si tu parlais de lecture, de la même manière, on a besoin d'énergie, on a besoin aussi d'inspiration. Toi, c'est quoi tes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui te permet de trouver des idées pour des solutions à des problèmes, des idées aussi pour créer des choses nouvelles? C'est quoi tes sources d'inspiration? Alors, ça peut paraître un petit peu illogique. J'adore les films de science-fiction. Je suis un mordu de films de science-fiction. Pourquoi? Parce que je me dis que ceux qui font les films de science-fiction sont des gens surtout pas les réalisateurs, mais disons les écrivains qui écrivent ces histoires, ils ont une imagination mais
incroyable. Et cette imagination, à chaque fois, je me pose la question, d'où est-ce qu'ils l'ont? Tu te rappelles quand on était jeune, quand on voyait pour la première fois dans Star Trek le mec qui parlait au téléphone. Maintenant, je me pose, cette personne-là, ce réalisateur ou cet écrivain de ce scénario, d'où est-ce qu'il a eu cette imagination pour faire ça? Quand tu vois un film sur Mars, la personne est partie à Mars. Alors, pour rester et imaginer, c'est là où tu vois l'importance et la grandeur de notre esprit. Notre esprit et notre cerveau, il a une capacité qu'on n'utilise pas. Comment ces gens-là arrivent à imaginer? Un ingénieur, quand il t'imagine une voiture, comment il l'a imaginé? C'est quoi d'où est-ce qu'il a eu cette idée? Eh bien, l'inspiration, elle vient de ça. Pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir être inspiré, c'est d'abord de se retrouver avec soi-même, d'ouvrir son cerveau et se dire, tiens, j'ai la plus grande bibliothèque au monde. Ben, il suffit que je l'ouvre et je pourrai trouver des choses. Et à chaque fois que je suis en difficulté, à chaque fois que je me mets avec moi-même, que je réfléchis, je trouve une solution. Bien sûr, je consulte d'autres personnes qui ont de l'expérience pour pouvoir affirmer si c'est la bonne ou pas, mais je pense que 99% des solutions à nos problèmes, on peut les trouver à l'intérieur. Il y en a qui disent même qu'on peut trouver toute la connaissance en nous-mêmes. On a juste besoin de s'ouvrir, de poser des questions et de laisser l'inspiration nous venir, comme tu dis. Walt Disney était un rêveur. Celui-là lui a permis notamment de construire son entreprise et ses magnifiques parcs. Et Jacques Brel, pour ses vœux en 1968, disait « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Quels sont tes rêves? Comment tu les cultives? Alors, il y a les rêves réalisables, il y a les rêves qui rentrent dans la science-fiction. Tu me dirais, un des rêves science-fiction, je te dirais, j'aimerais bien visiter Mars. Bon, ça c'est un rêve. Est-ce qu'il va se réaliser ou pas? On ne peut pas savoir. Maintenant, les rêves concrets, je te dirais, c'est de pouvoir laisser une empreinte. Quand tu parles de Walt Disney, quand tu parles de Jacques Brel, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces gens-là, par rapport à toi et moi? C'est des gens, quand tu prends Aristote, quand tu prends tous ces célébrités qui étaient là il y a 2000 ans, 3000 ans, pourquoi on se rappelle encore de ces gens-là? C'est ça la question. Mon rêve, c'est qu'un jour, on puisse se rappeler de moi. Que je puisse laisser mon empreinte dans cet univers, et dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, on parlera de moi. J'aurais fait quelque chose pour impacter l'humanité. C'est ça mon rêve le plus important. Comment tu aimerais l'impacter? Je ne sais pas, ça peut être par la création de quelque chose, ça peut être par aider l'humanité d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de scientifiques, beaucoup de littéraires, beaucoup d'artistes ont impacté l'humanité par des trucs simples. Il ne faut pas être Onassis ou Elon Musk pour impacter, mais on peut impacter l'humanité par des actions simples, mais qui ont de l'impact. Je pense que ce qui fait la différence de ces gens-là, c'est que toutes leurs actions étaient faites dans l'optique d'aider l'humanité. Jamais leur action n'a été dans l'optique... Walt Disney, quand il a créé les parcs, il n'a pas créé un parc pour lui, pour jouer avec ses enfants. Il a créé un parc pour l'humanité. Jacques Brel, quand il chante pas pour lui, il chante pour l'humanité. J'aimerais bien faire une action pour l'humanité. C'est très intéressant. Hein. Il y a Sri Kumar Rao, c'est un intervenant, un MBA dans des écoles aux États-Unis. Et en fait, il dit notamment, tant qu'on est centré sur nous, c'est une source de mal-être. Et pour sortir de ce mal-être, il faut sortir notre attention et la porter sur l'humanité et se poser exactement cette question que tu dis, comment est-ce que je peux aider l'autre? De quoi l'autre a besoin et comment je peux y contribuer? L'autre, il a besoin
L'humanité, je pense que Dieu a créé l'humanité d'abord pour qu'elle vive en communauté. Sinon, il aurait demandé au prophète de s'isoler et de le vénérer dans un coin perdu où il n'y avait pas d'humanité. Alors que tous les prophètes que Dieu a envoyés, ils étaient destinés à une communauté spécifique, sauf notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était destiné à l'humanité entière. Je pense que là, tout être humain, il doit se fixer un objectif. Il doit se fixer deux objectifs. Il y a l'objectif personnel et il y a l'objectif communautaire. Qu'est-ce que j'apporte à ma communauté, quelle que soit petite ou grande, que ce soit ma famille, ma grande famille, dans mon entreprise, dans mon travail, dans mon quartier. Qu'est-ce que je fais dans ma journée? Je dois faire des trucs pour ma relation avec Dieu. Je dois faire des trucs pour ma relation avec mon entourage. Et je dois faire des actions pour ma communauté, quelle que soit sa taille. Dans une journée, si on n'a pas fait ces trois, ça veut dire qu'on a une journée perdue. Moi, c'est comme ça que je vois. D'ailleurs, tu es devenu président de l'association des imprimeurs du Maroc. C'est une manière de contribuer à une communauté, une de tes communautés, celle des imprimeurs. Comment tu vis ce rôle? Comment ça se passe pour toi? Quel est ton rêve pour cette communauté? Alors, moi, je suis fils d'imprimeur. D'accord, j'ai atterri dans l'imprimerie alors que j'avais 3 ans et 5 ans. Entre 3 et 5 ans, je travaillais à l'atelier, on était avec mon père. Et à un certain moment, je voulais pas être imprimeur, je voulais être informaticien et réalisateur de films. Peut-être j'aurais fait Star Trek, je ne sais pas si j'étais... Version exactement. Mais l'imprimerie est devenue, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est plus un métier pour moi. C'est devenu une passion. Une passion parce que les gens ne se rendent pas compte de l'importance de l'impression. L'impression, c'est ce qui a fait évoluer l'humanité. Sans l'impression, l'humanité n'aurait jamais évolué. Sans la découverte du papier, sans la découverte de l'écriture, jamais il y aurait eu autant d'innovation pour l'humanité. Et cette industrie ou cette innovation, pour moi, elle doit rester. Bon, elle change, elle est en train de se muter vers du digital, mais ça reste toujours une impression. L'impression pour moi, c'est transférer une idée, une image ou n'importe quelle illustration vers un autre support. Maintenant qu'il soit digital, papier, verre ou tissu, pour moi c'est la même chose. Effectivement, je suis devenu président des imprimeurs. Et je peux te dire que c'est une responsabilité vraiment très lourde. Pourquoi? Parce que d'abord, tout le monde attend qu'il y ait des actions. C'est pas évident dans cette pandémie. J'ai été élu en 2020, en pleine pandémie. Et je peux te dire qu'il y a un potentiel au Maroc. Le Maroc a négligé pendant des années cette industrie. Nous sommes en train de faire le nécessaire et j'espère avec tous les autres membres du bureau de pouvoir redonner à l'imprimerie sa position au Maroc. Parce que quand on voit l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, ils nous dépassent quand même de quelques années. Mais je te dirais par rapport à ma vie, ce que ça m'a apporté cette fonction, c'est que donner aux autres. Je te donne un exemple très simple. Le livre scolaire était imprimé à l'étranger. On a bataillé avec le bureau pour qu'il soit imprimé au Maroc. J'étais avec un responsable du gouvernement, après qu'il y ait eu l'accord que ça commence à s'imprimer au Maroc. Et il me dit, Monsieur Lalouche, combien vous avez imprimé cette année, vous, dans votre imprimerie du livre scolaire? Je lui dis, Monsieur, moi je n'imprime pas le livre scolaire. Il m'a dit, mais alors pourquoi vous avez bataillé pour que le livre scolaire soit imprimé au Maroc? Je lui dis, pour que mes confrères, ceux qui impriment le livre scolaire, puissent le faire. Je ne l'ai pas fait pour moi. Je n'ai pas gagné de l'argent. Mais ça a permis à certains imprimeurs d'en gagner. Je vais en gagner autrement parce qu'ils libèrent le marché pour que je puisse, moi, aller faire autre chose. Mais cette sensation d'avoir aidé d'autres personnes sans aucun intérêt direct, c'est une satisfaction. C'est ça la vraie récompense de ta première question par rapport à la passion. La passion, sa récompense, c'est quand on fait un truc par passion et qu'on voit les bienfaits qu'il a sur la communauté en général. Rumi,
Notre cher Rumi. Ah, alors là, j'adore Rumi. Je pense que Rumi est un des philosophes qui a été mal honoré par la communauté arabe et musulmane. Pour son côté soufi, malheureusement. Exactement. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Comment toi, tu travailles sur toi-même? Comment tu te changes? Ça revient à mon exemple de tout à l'heure par rapport à l'appartement, à l'immeuble et au quartier. Je suis dans cet appartement. Je ne peux pas changer l'appartement si je ne me change pas moi-même. Je ne peux pas faire évoluer mes collaborateurs dans l'entreprise si moi je n'évolue pas. Je ne peux pas demander des trucs à ma communauté si je ne suis pas le premier qui met la main à la pâte pour faire ça. Être sage, ça veut dire pour moi, ça a une définition assez simple. C'est être humain. Et en étant humain, on est connecté aux autres. Tu sais que sur LinkedIn, quelquefois j'écris des citations, et ce matin j'ai mis une citation et un ami m'a appelé, il m'a dit « Waouh, c'est un peu dur ». Pour moi, le génie des ignorants, c'est celui qui croit qu'il est plus intelligent que tout le monde. Et le plus important, c'est que je me mets toujours en question quand je suis devant des autres. Jamais je ne peux dire que j'ai le savoir. Même si c'est mon métier, c'est-à-dire je peux être avec quelqu'un qui n'est pas dans l'imprimerie par exemple, mais même mes connaissances, je vais les limiter. Je vais les limiter parce que pour moi, peut-être il a une connaissance que je n'ai pas. Je ne peux pas dire que je détiens telle ou telle connaissance, même dans n'importe quel domaine. La seule connaissance, elle n'est pas sûre à 100%, déjà par rapport à moi-même. Comment je peux dire que je connais des choses alors que même mon corps, mon esprit, je ne le connais pas à 100%? Je suis un ignorant par rapport à mes capacités. Alors, avant de juger le monde, je préfère me regarder dans le miroir et commencer par moi-même. Intéressant cette démarche de pouvoir se dire que c'est, entre guillemets, on va appeler ça l'humilité, et de pouvoir se dire, et je suis capable d'apprendre de n'importe qui, mais in fine, ça veut dire que d'abord, avant de juger, je dois d'abord prendre le temps de me voir et de voir comment est-ce que je peux m'améliorer. Tout à fait. C'est inspirant. Petite dernière question, quel est tes vœux pour le Maroc en particulier, pour l'humanité en général? Pour l'humanité, je te dirais, je commencerai d'abord par l'humanité. Il faudrait qu'on arrête de mettre des imbéciles au pouvoir. Ce qui se passe maintenant entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe, moi je pense que c'est la faute de l'humanité. C'est pas la faute des dirigeants, c'est la faute de l'humanité, et que on doit avoir du bon sens. Pour le Maroc, moi je te dirais, à un certain moment, j'avais envie de quitter le Maroc. Je disais de partir comme tout le monde, au Canada, en France. Et je peux te dire que maintenant, en cette période, surtout pendant la pandémie, j'ai compris que je vivais dans le plus beau pays du monde et que pour rien au monde, je partirais. Et je pense que beaucoup de gens disent ouais, il y a pas telle situation au Maroc, mais allez voir. Ne voyons pas ceux qui sont mieux que nous. Ça leur a pris quand même un certain temps. Voyons ceux qui sont moins que nous. Et c'est là où on comprend. Moi, je voyage énormément et je peux te dire que le Maroc, entre le Maroc et l'Europe, je vivrai au Maroc parce qu'on a un potentiel qu'on n'utilise pas, qu'on n'exploite pas. Je ne sais pas pourquoi. Et pour moi, mon rêve, c'est que le Maroc affirme qu'il est le plus beau pays du monde. Et pour ça, ça serait que chaque Marocain, chaque Marocaine puisse accomplir pleinement son rôle et puisse prendre toute sa place déjà dans notre communauté marocaine, mais que tout notre génie, qu'on utilise parfois, comme on parlait tout à l'heure de Darbollef, entre guillemets, à magouiller, qu'on puisse utiliser à créer de la valeur. Et je reprendrai la célèbre phrase de Kennedy: ne te pose pas la question ce que ton pays peut faire pour toi, pose-toi la question ce que tu peux faire pour ton pays. Parce qu'un pays, c'est quoi?
c'est des êtres humains, c'est des Marocains. Il n'y a pas un gouvernement ou une institution. Il y a des gens. Et nous, en tant qu'êtres humains, on doit veiller à ce qu'il y ait les bonnes personnes dans les bonnes institutions. C'est tout ce qu'il faut faire. Je ne peux pas critiquer les autres, je ne peux pas critiquer telle institution si moi, je ne commence pas par moi-même. Est-ce que moi, pour mon pays, je suis assez engagé? Si je suis assez engagé, tout le reste va s'arranger. Si moi, je ne suis pas engagé, je ne peux en vouloir à personne d'autre à part moi. C'était Gandhi qui disait ça aussi. D'accord. Avant de changer le monde, commençons par se changer soi-même. Exact, tout à fait. Mais sur cette bonne parole, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Pour partager ton expérience et qui est vraiment inspirante. Merci beaucoup. Merci Karim. Merci pour ton écoute et au plaisir de te retrouver pour une prochaine pause inspirante. Reste inspiré et connecté, le monde va aussi évoluer grâce à toi.